Bon, eh bien, on se retrouve pour la première table ronde de la journée. On est ravis de vous voir tous réunis et engagés sur la question de l'avenir de l'Union européenne. Alors, on veut juste, je vais déjà rappeler un petit peu le format de cette table ronde. Donc, on va faire une demi-heure, 35 minutes d'entretien, modéré par Paul et Nathanaël, qui sont donc d'HEC Débat. La deuxième table ronde sera modérée par des gens de Centrale et la dernière par les organisateurs de l'Agora NSAE. Donc, comme je le disais, 30-35 minutes d'interview. Et ensuite, on aura 40 minutes d'échange direct avec l'audience. Donc, si vous avez des questions, gardez-les. Vous pourrez les poser à la fin de l'interview. Je précise par ailleurs que, vu qu'on a beaucoup de sensibilités différentes autour de la table, que la démarche de cette grande journée de débat ne vise pas à promouvoir telle ou telle opinion. C'est une journée qui se veut politiquement neutre et soucieuse de représenter les différentes forces qui seront présentes au moment des élections et les différents courants de pensée qui participent au débat sur l'avenir de l'Union européenne. Donc je vous souhaite à tous une excellente conférence. Je vais passer la parole maintenant à Paul et Nathanaël qui vont faire une courte présentation de nos invités, que je remercie chaleureusement d'avoir accepté notre invitation. Et on va pouvoir commencer cette table ronde. Merci beaucoup. Donc, pour commencer, Monsieur Asselineau, un récent sondage à HEC a montré que 83% des étudiants étaient pour l'Union européenne, seulement 9,2% voulaient sortir de l'euro, ce qui fait déjà de vous un HEC assez atypique, puisque effectivement, après HEC, vous avez fait l'ENA, une carrière de haut fonctionnaire, et vous avez ensuite politiquement créé l'UPR, l'Union populaire républicaine, en 2007, un parti en dehors des clivages politiques, selon vos termes, dont les revendications sont de façon synthétique la sortie de l'UE, de l'euro et de l'OTAN. Et aujourd'hui, lors des élections européennes, vous proposerez une liste aux élections. Donc, ensuite, Monsieur Baumer, vous faites dans votre vie quotidienne de l'investissement dans l'innovation chez General Electric. Cependant, vous menez une double vie aux côtés d'Emmanuel Macron, notamment depuis mars 2018, où vous avez, quand vous devenez délégué général du mouvement citoyen Les Jeunes avec Macron, qui est un mouvement qui a été créé en 2015 pour le suivre, alors qu'il était encore ministre. Certains vous pressentent potentiellement dans une liste pour les élections européennes, cependant rien n'a encore été annoncé du côté de La République En Marche. Et enfin, Monsieur Richard Balm, donc après avoir enseigné en Chine ou à l'Université Columbia à New York, vous êtes maintenant professeur à l'École des Affaires internationales de Sciences Po. Vous êtes également chercheur et vous avez notamment écrit sur les relations entre la Chine et l'Europe ou sur la gouvernance de l'environnement. Et donc, pour faire un petit rappel, vu que vous êtes professeur, un petit rappel de cours avant de partir sur le débat, vu que ça se trouve, il y a des gens qui ne sont même pas européens dans la salle, on ne sait jamais. Est-ce que vous pourriez rapidement nous expliquer comment s'organise le pouvoir dans l'Union européenne, c'est-à-dire quelle est la nature de ce pouvoir et par qui est-il détenu ? Bon. C'est gentil de m'inviter à faire court. Je suis sincèrement très heureux d'être là et de participer à ce débat. Alors en 3 minutes, c'est quand même un petit peu compliqué. Moi, je suis politiste, politologue, j'enseigne la politique comparée, donc j'ai l'habitude de présenter des systèmes politiques différents. Et le système politique de l'Union européenne est en fait très particulier. Il a été progressivement constitué par l'histoire. Il rentre difficilement dans les catégories les plus classiques du droit constitutionnel et de la science politique, mais quand même on arrive à le caractériser. Bon. Je pense que sa caractéristique principale, et si vous me demandez où est le pouvoir dans l'Union européenne, j'ai envie de vous dire, c'est une question difficile, parce que le pouvoir est très séparé dans l'Union européenne. Donc on a un système politique avec un degré de séparation des pouvoirs, de mon point de vue, dans le bon sens du terme, très poussé. Très poussé. Dans les systèmes démocratiques, il y a des systèmes qui ont beaucoup de séparation des pouvoirs, les systèmes présidentiels comme les systèmes américains, les systèmes fédéraux, et puis d'autres systèmes où il y a peu de séparation des pouvoirs, parce que ce sont des États
centralisé, parce que l'exécutif a beaucoup de pouvoir par rapport au législatif, parce que les cours constitutionnels ont peu de pouvoir. La France est un des systèmes démocratiques parlementaires où le pouvoir est le plus centralisé, jacobinisme oblige, et l'Union européenne est un peu aux antipodes de cela. C'est-à-dire qu'il y a le Conseil des ministres. Le pouvoir est partagé, si vous voulez, le pouvoir ordinaire de l'Union européenne est partagé entre le Conseil des ministres, la Commission européenne et le Parlement européen. Le Conseil des ministres, c'est là que sont représentés les États membres de l'Union européenne. Donc ça fonctionne un peu comme une chambre haute dans ce système institutionnel, où les décisions sont prises pour l'essentiel à la majorité qualifiée, donc à la majorité, mais à une majorité qualifiée, c'est-à-dire à plus de 50%. Il faut une sorte de super majorité pour obtenir une décision au sein du Conseil, donc un accord entre les États membres. Alors que le Parlement européen, qui existe depuis 1979, où nous allons avoir prochainement des élections, donc les citoyens européens élisent leurs parlementaires au suffrage universel direct, votent à la majorité simple. Le pouvoir législatif est divisé entre ces deux chambres, j'ai envie de dire. Et le pouvoir, entre les deux, il y a la Commission européenne, qui est désignée par le Conseil européen et approuvée par le Parlement européen, qui concentre une partie du pouvoir exécutif, mais pas tout le pouvoir exécutif. C'est un peu le quasi-gouvernement de l'Union européenne, j'ai envie de dire. Pas tout le pouvoir exécutif, parce qu'une partie du pouvoir exécutif revient aussi au Conseil. Donc voilà, ça fait quand même un système compliqué sur lequel il faudrait rajouter la Cour de justice, qui a eu un rôle important dans le développement de la mise en œuvre des traités et de l'extension des prérogatives des institutions de l'Union européenne progressivement. Donc un système très, très divisé, très séparé, oui, ou séparation des pouvoirs très poussée, ce qui explique aussi que la décision n'est pas très facile au sein de l'Union européenne. Donc, dans le cadre de cette conférence, je vous rappelle le titre « Comprendre la désunion européenne ». On se demande, face à un système aussi élaboré, finalement, qu'est-ce qui peut faire qu'il y ait des unions ? Aujourd'hui, l'actualité grouille de questions autour de la désunion. On voit les problèmes avec la Pologne, la Hongrie, les États qui se battent autour de Nord Stream 2, de la fusion Alstom-Siemens. Donc, tout simplement, les pays européens sont-ils encore solidaires ou l'ont-ils jamais vraiment été ? Monsieur Asselineau, vous pouvez ouvrir les... Merci. D'abord, je voudrais vous remercier de m'avoir invité. Le simple fait, étant un ancien élève d'HEC, le simple fait d'être invité ici à participer à un tel débat montre une prodigieuse évolution des esprits depuis 12 ans. Lorsque j'ai créé ce mouvement politique, l'UPR, il y a 12 ans, pour appeler les Français à se rassembler à titre provisoire pour sortir de l'Union européenne, de l'euro et de l'OTAN, tout le monde, à commencer par mon entourage familial et professionnel, m'a pris pour un dingue. Sur le thème que c'était absolument impossible de sortir de l'Union européenne, que c'est que cette histoire, etc. Et pendant des années, j'ai été blacklisté, notamment dans des établissements d'enseignement supérieur. Maintenant, je suis invité à HEC. Pendant des années, j'étais interdit d'HEC. Maintenant, je suis invité à l'École normale supérieure, dans tous les instituts d'études politiques, dans des universités, etc. Ça prouve que l'évolution des esprits est en marche. Si j'ose dire, puisque, s'agissant de En Marche, les autorités qui sont à la tête des France Télévisions et de tout l'audiovisuel public a décidé royalement, depuis la dernière élection présidentielle, de m'accorder, c'est-à-dire depuis 22 mois, 0 heure, 0 minute et 0 seconde pour défendre mes analyses, qui d'ailleurs maintenant ne sont pas uniquement les miennes, mais ont été rejointes. Nous avons un parti politique. Monsieur Asselineau, je me permets quand même de préciser, nous avons un parti politique. On aura une partie sur les élections européennes. Est-ce que vous pouvez répondre à cette question après? Je vais y répondre. Nous avons un parti politique qui est le premier maintenant consulté sur Internet. C'est pas moi qui le dis, c'est Alexa Ranking. Ça veut donc dire que les analyses que nous faisons, elles ont tous les défauts du monde, sauf un, excusez-moi de le dire, c'est qu'elles sont vraies et que la vérité, elle dure. Et elle dure contre tout, contre les diffamations, la calomnie. Qu'est-ce que nous disons? Nous disons d'abord qu'il n'y a
pas de peuple européen. Ça n'existe pas. On peut toujours dire que ça existe, ça n'existe pas. On peut dire qu'il y a un peuple martien, un peuple lunaire, vous pouvez toujours le dire, vous pouvez faire des utopies, ça n'existe pas. Comme il n'y a pas de démos européen, vous ne pouvez pas avoir de démocratie. Demos kratos, le pouvoir du peuple. C'est tellement vrai que lorsque vous regardez les votes au Parlement européen, vous vous apercevez très souvent qu'il y a des votes qui se regroupent par nationalité, beaucoup plus que par, comment dirais-je, clivage politique droite-gauche. En réalité, la construction européenne, depuis le début, a été une construction qui a été artificielle, avec un périmètre fixé de façon artificielle. Et là, on est arrivé au summum de l'artificialité, puisque si je demande, même parmi des gens éclairés comme ici, quelle est la liste des 28 États membres, la liste des 28 capitales, je ne suis pas sûr qu'ici, même à HEC, on aurait toujours des bonnes réponses, a fortiori dans le grand public. Si je demande dans le grand public quel est le nom du président de l'Allemagne, ou le président de l'Italie, ou le président de la Lituanie, personne n'en sait rien. C'est-à-dire que nous avons une ignorance crasse des peuples les uns pour les autres. J'y ajoute, je ne vais pas monopoliser la parole, j'y ajoute que cette construction européenne a énormément, elle a été lancée officiellement en 1950 avec la déclaration Schuman et en 1957 avec le traité de Rome. Le monde a énormément évolué depuis là, que ce soit en termes géopolitiques, en termes démographiques, en termes technologiques, en termes etc. etc. Et aujourd'hui, nous avons affaire à un agrégat de pays qui ne correspond pas à ce que j'appellerais, comme on dit, vous savez, pour les entreprises, l'affectio societatis des peuples. Il se trouve, que ça plaise ou pas, c'est une autre histoire, mais il se trouve qu'il y a en France, je crois, de mémoire, il y a quelques années, il y avait 800 ou 900 Finlandais qui étaient inscrits au consulat de Finlande à Paris, vivant en France. Nous avons 5, 6, 7 millions de personnes originaires du Maghreb. Donc qui veut deviner l'avenir doit regarder la démographie. Je m'entretenais juste avant, d'ailleurs, il y avait un de vos collègues ici que je salue, qui est à HEC et qui vient du Togo. Je lui parlais à l'instant. Oui, la France, elle a des liens avec l'Afrique francophone, avec les pays du Maghreb, mais sans commune mesure avec les liens qu'elle peut avoir avec les pays baltes, ou avec Chypre, ou avec la Slovaquie. Je n'ai rien contre la Slovaquie, les Lettons, les Lituaniens. Je dis simplement que c'est un périmètre artificiel. Monsieur, là, c'est critiquer, par exemple, les élargissements de l'Union européenne, mais on peut avoir une identité européenne qui est réduite et qui, effectivement, n'est pas commune aux 28 pays. Mais cette union, elle a été créée quand même pour une raison, et donc ce n'est pas totalement artificiel non plus. Peut-être que vous des choses à ajouter. Bon, bonjour à tous. Merci aussi pour l'invitation. Je suis très content d'être sur cette table ronde. D'abord en tant qu'élève centralien, enfin ancien centralien, donc je suis content de vous voir vous organiser aussi à plusieurs écoles pour faire confronter les points de vue. Je pense que c'est ultra intéressant, d'autant plus que l'école maintenant est à côté, donc c'est une très bonne chose. Je suis content d'être avec vous aussi, monsieur Asselineau, parce que je vous ai croisé plusieurs fois, je vous ai vu à la braderie de Lille, etc. C'est toujours délicieux de discuter. Moi, je voulais revenir sur le premier thème que vous avez exploré, et on parlera un peu de politique après, je sais on parlera après des élections, mais sur le thème de l'union, enfin de la désunion. Effectivement, aujourd'hui, l'Union européenne, on voit qu'elle n'avance pas, ou en tout cas, elle trébuche sur un certain nombre de sujets. Vous avez vu la taxe GAFA qu'on a essayé d'instaurer. Finalement, on n'arrive pas à trouver une unanimité, on n'arrive pas à avancer sur ce sujet alors que c'est nécessaire. On a tant de choses comme ça qui montrent qu'effectivement, l'Europe, comme elle est aujourd'hui, l'immobilisme dans lequel elle est plongée aujourd'hui, mène à une union qui est plutôt une désunion. Et c'est là, c'est peut-être le seul point d'accord que j'aurai avec M. Asselineau. Par contre, cette Europe-là, moi, ce n'est pas celle que je veux, c'est celle qui a mené au Brexit, c'est celle qui va mener probablement à d'autres catastrophes pour nos pays. Et je pense que justement, on doit arriver à proposer des projets qui permettent de faire autre chose. Parce qu'on était là, on a créé l'Union européenne pour une raison, comme vous l'avez dit, on était à la sortie de la guerre, on voulait avoir une union pour d'abord maintenir la paix, deuxièmement faire un espace économique qui nous permette de grandir ensemble, ce qui n'était pas possible au niveau simplement européen. Et aujourd'hui, je pense qu'il faut repenser du coup, et le titre Désunion, je le transformerai en Désunion, pour se dire quelle union on veut. Alors, nous, l'union qu'on propose, on en parlera un petit peu plus tard, on a envie d'une Union européenne qui soit plus forte, plus souveraine, plus démocratique, plus unie. Mais il y a aussi d'autres projets qui sont présentés en ce moment.
On a des projets d'union des États, ou d'union des nations, si vous voulez, qui sont sur la scène politique possible. D'abord, j'interroge sur la capacité des pays seuls, aujourd'hui, à mener une politique commerciale crédible face à des ensembles comme les États-Unis, la Russie, la Chine ou l'Inde, qui sont eux aussi, quand on les regarde bien correctement, des unions, des ensembles, d'agrégats, où je pense aussi, monsieur Asselineau, qu'aucun Américain n'est capable de citer l'ensemble des capitales, ni l'ensemble des dirigeants de chaque État américain. Donc je pense que cet argument-là n'a pas cours, parce qu'on a d'autres unions qui fonctionnent d'un autre côté. Sur l'aspect Union européenne aussi, je pense qu'on a une union qui est assez particulière. C'est le seul ensemble géographique dans le monde où on a un Parlement européen élu démocratiquement, directement par les citoyens. C'est la seule alliance de pays, ou le seul ensemble, où cette démocratie existe. On l'a voulu parce qu'on y croit fortement, et la solidarité fait partie des valeurs de l'Union européenne qui sont à l'article 2 du traité de fonctionnement des institutions. Ensuite, l'autre Europe des nations qui est proposée, c'est celle où on a des nations qui se replient sur elles-mêmes. C'est, vous voyez bien ce qui se passe en Hongrie aujourd'hui. Est-ce qu'on a envie d'avoir des États qui ressemblent à des pays qui se recentrent sur eux-mêmes, où la liberté de la presse est bafouée, où on se permet de contrôler la justice? Je ne suis pas sûr que ce soit les ensembles d'unions, en tout cas les ensembles de pays dans lesquels on veuille aller. Et puis enfin, du coup, c'est la question de comment on développe notre ensemble, notre Union européenne, avec plusieurs unions. C'est déjà le cas, on a déjà plusieurs niveaux de développement et d'approfondissement de l'Union européenne entre nous. Il y en a qui sont passés à l'euro, d'autres qui ne le sont pas, d'autres qui sont dans l'espace Schengen. Donc cette Europe à plusieurs cercles, à plusieurs vitesses, elle est déjà là, elle est déjà matérialisée. Mais maintenant, si on veut qu'elle avance, je pense qu'il va falloir se poser des questions assez fortes. On parlait tout à l'heure de la règle de l'unanimité pour faire valider des choses qui, sur certains sujets, posent problème. Les GAFA dont je parlais, c'est-à-dire la fiscalité en Europe, aujourd'hui nécessitent l'unanimité. Moi, je pense qu'il faut qu'on se questionne sur ça, et on va en parler pendant la campagne, de se dire, est-ce qu'on ne devrait pas enlever la règle de l'unanimité sur un certain nombre de sujets? Il y a eu une proposition de la Commission, peut-être qu'il faut aller encore plus loin. Est-ce qu'il ne faut pas non plus imaginer de revoir directement les traités de l'Union européenne, parce que, effectivement, le monde a changé entre les dates où on a mis en place les premiers accords entre nous, les Européens, et le monde d'aujourd'hui. Il y a peut-être des choses à modifier ici radicalement, et je pense qu'il ne faut pas se donner de tabou sur les choses qu'on veut changer. Et donc ça, c'est important. Et pour revenir sur la question de la solidarité que vous exprimez tout à l'heure, d'abord, je pense que la solidarité qui est au cœur des valeurs qui composent l'Union européenne, d'abord, elle est à plusieurs niveaux. On a d'abord des mécanismes, on en a parlé un petit peu tout à l'heure dans la conférence introductive, mais de solidarité d'abord au niveau financier, qui a permis de secourir certains États qui étaient en quasi-faillite. Ce mécanisme de solidarité entre les États européens a permis de sauver des pays. Est-ce que c'était la meilleure solution pour eux? Probablement, parce que ça a évité d'être en faillite. Est-ce qu'on aurait pu le faire différemment? Probablement aussi. Et ça, il faudra y réfléchir et apprendre de ça. Et ensuite, il y a des solidarités très concrètes dans le quotidien, que vous ne connaissez peut-être pas, mais qui existent, qui font que sans ça, notre pays irait probablement moins bien. Et je vais donner 2 exemples très concrets de solidarité active qui existent parce que l'Union européenne est là. L'été dernier, il y avait des incendies qui ravageaient la France. On a eu les forces de protection civile européennes qui sont venues nous aider à éteindre des incendies avec du matériel, des canadaires, des pompiers qui venaient d'autres pays européens pour nous aider. Sans eux, on aurait probablement perdu encore plus de forêts, on aurait eu encore plus de dégâts. C'est une solidarité active qui existe en Europe. Et puis la deuxième, moi je travaille dans le domaine de l'énergie chez General Electric. Et bien par exemple, on a des mécanismes de solidarité entre les pays afin d'assurer l'approvisionnement électrique. Et très concrètement, le 10 janvier dernier en France, on est passé à la toute limite d'un blackout sur une grande partie de la France parce qu'on a un problème d'approvisionnement électrique. Et c'est parce qu'on était connecté avec la Belgique et qu'on a pu, sans leur demander, prendre de l'électricité pour stabiliser notre réseau, qu'on a évité un blackout sur le quart nord-est de la France. On voit un exemple très concret de solidarité qui existe. Peut-être qu'il faut les augmenter, peut-être qu'il faut en faire une différenciation et aller plus loin. Mais en tout cas, elles existent et je pense qu'il faut être fier de ça parce que sans l'Europe, on n'aurait pas ça. On ne peut pas aider des pays voisins à éteindre des incendies, par exemple, avec uniquement des alliances. On a vraiment besoin de l'Europe parce que ça, c'est des exemples de solidarité et c'est des beaux projets. Mais en fait, il y a beaucoup de projets et finalement peu de grosses réalisations. Peut-être que l'un de... J'ai 2 exemples quand même assez majeurs. Je veux dire, si la France avait été en blackout sur le quart nord-est de la France, sud-nord-est de la France, on aurait eu des difficultés. Si vous me permettez de répondre à vos arguments. L'argument habituel, c'est pas cette Europe-là que je veux, c'en est une autre. Bon.
Je signale que depuis 1957, lors du traité de Rome, Pierre Mendès France avait voté non au traité de Rome en disant qu'il voulait une autre Europe. Que tout au long des années 60, De Gaulle, c'était pourtant l'Europe des six, c'était le marché commun, a voulu une autre Europe, il s'y est cassé les dents. De Gaulle s'y est cassé les dents, alors que l'Allemagne, c'était l'Allemagne de l'Ouest qui était coupée en deux et qui n'était même pas à l'ONU. Maintenant, on est 28, bientôt 27, parce que les plus malins commencent à s'en aller. On est 28 voilà, je note, je l'ai souvent dit, qu'on a une particularité en France, c'est que de l'extrême droite à l'extrême gauche, en passant par l'extrême centre et tout l'arc des partis politiques, à la seule exception du parti que j'ai créé, tous les partis politiques en France sont pour le principe de la construction européenne, premièrement. Mais tous sont contre les résultats que l'on observe. Ils proposent tous qu'il faut améliorer le système, en changer, modifier. C'est quand même très curieux. Et chacun y va de son projet. Madame Le Pen a son projet, M. Dupont-Aignan son projet, M. Wauquiez son projet, M. Faure son projet, M. Macron son projet, M. Mélenchon son projet. Donc déjà, ils ne sont pas d'accord entre Français sur l'Europe qu'ils veulent. Mais, comme vous le signaliez tout à l'heure vous-même, les traités se modifient à l'unanimité. C'est-à-dire que les projets que la France voudrait avoir, en gros, disons tout le monde est à peu près d'accord sur l'idée qu'il faudrait que la France impose sa vision du monde, ça n'est pas partagé par les autres. Voilà. Vous parliez des GAFA, mais les GAFA, excusez-moi, ou la taxe Tobin sur les transactions financières, jamais le Luxembourg, Malte, les Pays-Bas, un certain nombre de pays scandinaves n'en voudront. Alors vous pouvez tempêter tout ce que vous voulez, mais ça n'aura pas lieu. Vous avez présenté également la comparaison avec les États-Unis d'Amérique. Il y a une petite différence entre les États-Unis d'Amérique et l'Europe, c'est l'histoire. Depuis 1620, lorsque les pèlerins du Mayflower sont arrivés sur les côtes de l'Est des États-Unis, de ce qu'allaient devenir les États-Unis, ils ont signé une déclaration, la déclaration des pèlerins du Mayflower, je crois que c'est le 6 mai 1620. Ils ont dit qu'ils avaient vocation à se constitués en un seul corps politique. Ils se sont répandus en partageant la même idéologie, construire une Jérusalem terrestre, la même volonté d'avoir un pays où on serait loin de la vieille Europe, où chacun pourrait réussir sous le regard du Créateur. Ils se sont répandus, d'ailleurs en tuant largement les premiers habitants, les Amérindiens, mais en se partageant des terres, avec une espèce de division cellulaire, si j'ose dire, les États des États-Unis ayant été créés au fur et à mesure de la diffusion de ces gens ayant la même langue, la même histoire, la même volonté. Et donc on a eu une création des États-Unis d'Amérique à partir d'un tronc commun, d'une histoire commune. Je dirais que pour parler en termes nucléaires, ça ressemblerait un peu à l'entropie, à la création de l'entropie. C'est conforme à la division, hein, à une bombe A. Ce qu'on demande à l'Europe, c'est tout autre chose. On part d'États qui existent depuis 500 ans, 1000 ans, 1500 ans depuis le baptême de Clovis, qui chacun a sa langue, et une langue mondiale pour beaucoup d'entre elles. Le français, l'espagnol, l'italien, le portugais, l'anglais sont des langues planétaires, l'allemand un petit peu aussi, mais il y a 24 langues officielles dans l'Union européenne, et des États qui ont leur histoire, leur tissu économique, leur tradition historique, leur tradition syndicale, leur religion dominante, leur langue qui véhicule une vision du monde, leur situation économique et surtout leur situation géographique qui pose des questions de géopolitique totalement différentes les uns avec les autres. Et on voudrait en fait faire une bombe H, c'est-à-dire une fusion nucléaire de tout ça. Pour dire les choses très simplement, le général de Gaulle avait dit on ne fait pas d'omelette avec des œufs durs. On essaie de faire une omelette avec des œufs durs. Ça ne marche pas et ça marche moins que jamais. Donc, mais pourtant, au XXe siècle, l'Europe, c'était un espace qui était extrêmement attractif, qui s'est beaucoup élargi, on l'a dit, et qui a présenté des avantages économiques majeurs et aussi peut-être se constituer sous la forme d'une Union européenne. Pour tous ces pays à l'histoire millénaire, ça représente aussi un avantage sur la scène géopolitique. Peut-être que monsieur, vous pouvez nous en dire quelque chose ? Mais bien sûr, moi je le crois profondément. Je voudrais
réagir à la question du démos, qui est un argument qu'on entend souvent à propos de l'Union européenne et que M. Asselineau utilise assez régulièrement. Je comprends cette perspective. Il n'y a pas de démos européen, il n'y a pas de peuple européen, donc il ne peut pas y avoir de démocratie européenne. Et nous ne voulons pas être nous ne voulons pas être régis par un système politique qui nous échappe, puisque ce n'est pas une démocratie. Mais je pense quand même que je ne partage pas cet argument, parce que il utilise une forme de... Il a une conception du démos, du peuple, de la nation, qui me semble être complètement essentialiste. Moi, c'est pas comme ça que je comprends l'histoire des peuples, les peuples et l'histoire des nations. Revenons une seconde sur l'exemple américain. Tous les Américains ne sont pas descendus du Mayflower pour constituer la nation américaine. Il y en a qui sont arrivés là-bas par d'autres trajectoires bien plus difficiles. Ce qui fait la nation américaine, c'est l'adhésion de ses citoyens à un désir de projet commun. Ils ont construit leur nation. Je pense que ce qui s'est passé en Europe, dans l'histoire de la construction européenne, alors peut-être avec davantage de différences culturelles, linguistiques, peut-être oui, et encore, bon, parce qu'il y a aussi plusieurs langues parlées sur le territoire des États-Unis d'Amérique. Il y a plusieurs communautés d'origine aux États-Unis d'Amérique. Mais ce qui s'est passé dans l'histoire de la construction européenne, c'est ça. Donc je ne vois pas, après 2 guerres mondiales, les Européens, leur gouvernement, supportés par les citoyens, ont choisi de construire un espace politique commun. Pour moi, il n'y a pas de geste démocratique, de geste de fondation d'un peuple européen plus fort que celui-là. Et c'est celui-là qu'il ne nous faut pas perdre. C'est un travail considérable qui a été fait. Moi, je le vois comme un acquis historique très, très positif. Et voilà, nous vivons dans un monde où nous allons bientôt être 9 milliards d'habitants, où la densité de la population n'est pas la même, où la densité des interactions n'a plus rien à voir avec ce qu'elle pouvait être l'histoire des nations européennes au XVIIIe, au XIXe siècle. Il nous faut des institutions internationales, il nous faut des modes de collaboration, et si l'Europe veut assumer un destin commun dans le nouvel ordre mondial, c'est une très bonne nouvelle, et c'est ça qu'il faut défendre. Monsieur Baumerd, vous voulez interagir? Excusez-moi, il a dégainé avant. Pour compléter le propos, je pense que hier est sorti le dernier Eurobaromètre. C'est un sondage qui sort tous les 6 mois, et là c'était l'Eurobaromètre 90, donc le plus poussé qui sort sur la France, qui vient de dire, et je pense que la volonté du peuple, elle est effectivement d'aller vers plus de construction européenne. D'abord, il y a 62% des Français qui répondent qu'ils se sentent citoyens européens, ce qui fait donc plus qu'une majorité, ce qui, dans notre démocratie, fait quand même fonctionner l'idée de faire avancer ce projet dans cette direction-là. Il y en a aussi 63% qui pensent que, pour l'instant, l'Union européenne va dans la mauvaise direction. Et donc, accrédite vraiment cette thèse de se dire, aujourd'hui, il y a des décisions qui sont peut-être mal comprises, une très mauvaise lisibilité de ce qui se fait à l'Union européenne, du processus de prise de décision. Donc toutes ces choses-là sont à améliorer et à changer. Et c'est là où les projets, dans les mois qui viennent, vont être importants pour comprendre comment les partis politiques et les différents leaders politiques vont vouloir changer ça. Et puis la dernière chose qui, moi, me conforte, et je suis très content de porter très fortement un projet de plus d'intégration européenne, c'est que 64% des Français disent qu'ils veulent plus de décisions au niveau européen, ce qui fait de la France le 4e pays à vouloir encore plus d'Europe sur tout un tas de décisions. Et là, le dernier qu'ils ont testé notamment, c'est sur une politique étrangère commune. Donc ça veut quand même dire qu'il y a une volonté des peuples, M. Asselineau n'est peut-être pas d'accord avec moi, mais il y a une volonté des peuples d'aller vers une construction européenne qui nous permet de maintenir cet espace de paix, de prospérité, qu'on a construit à la force des bras autour de cette communauté de valeurs. Parce qu'ensemble, notre entité européenne, elle défend des valeurs qui font d'elle un phare aussi dans le monde, dans le respect de tout un tas de droits fondamentaux que l'on défend. Et beaucoup de pays nous regardent en exemple. Et donc, il faut être fier de ça. Par contre, il faut aussi savoir reconnaître ce qui fonctionne mal et qu'il va falloir améliorer. Et puis, la dernière chose, c'est que je ne vois pas comment la France, seule dans le monde, avec sa petite monnaie, va pouvoir faire face à les grandes puissances à toutes les grandes puissances autour d'elle. Et aujourd'hui, les chiffres désastreux qui sont annoncés à la suite du Brexit font en sorte que j'ai aucune envie de vivre dans la France qui est proposée par M. Asselineau. C'est
8% de perte de PIB pour le Royaume-Uni, Monsieur, c'est une dévaluation de l'inflation. J'ai pas envie de vivre dans ce pays. Alors, il y aurait 1000 choses à dire, parce qu'il y a Très rapidement, avant de passer aux élections européennes. Oui, c'est vrai, mais bon, les arguments européistes tombent à foison. Le problème, c'est que moi, malheureusement, les gens sont habitués à entendre ces slogans, l'Europe c'est la paix, la France toute seule, etc. Le problème, c'est qu'il suffit de dire ça en 4 mots et tout le monde acquiesce parce qu'ils ont entendu ça. Et moi, pour contredire chacun de ces arguments, j'ai besoin de 10 minutes. Voilà. Donc il y a d'emblée un déséquilibre. Je vais essayer de faire ce que je peux. La France toute seule, arrêtez. Quels sont les pays, selon le programme des Nations Unies pour le développement, où on vit le mieux au monde, indice de développement humain? La Suisse, la Norvège, l'Islande. Manque de peau, ce sont les 3 pays d'Europe qui ont refusé d'entrer dans l'Union européenne. La Suisse n'est pas toute seule, ça n'est pas vrai. Le Royaume-Uni n'est pas tout seul. Regardez ce qui se passe au Royaume-Uni. Vous savez, je pense que beaucoup de Français préféraient vivre au Royaume-Uni où le taux de chômage actuel est de 4%, c'est-à-dire le plus bas depuis 40 ans, qu'en France où le taux de chômage officiel est de 10% et officieux de 18%. Donc il y a... Oui, mais la Sécu est en train d'être démolie justement par les directives venues de Bruxelles. Donc l'idée selon laquelle, ça c'est quelque chose de très très important, c'est qu'on a mis dans la tête des gens, et d'ailleurs la médiatisation de l'extrême droite a pesé pour beaucoup dans ces questions, on a mis dans la tête des gens que vouloir sortir de l'Union européenne n'était forcément d'extrême droite. Je rappelle que le Brexit au Royaume-Uni a été voté par des conservateurs, des électeurs du UKIP ou des électeurs du Parti travailliste. Et je rappelle, non, ils n'ont pas disparu, excusez-moi. Le Brexit va se passer le 29 mars. D'ailleurs, nous allons le célébrer sur place. Nous allons faire les Français de nouveau libres à Londres. Et je vous donne rendez-vous dans 2 ans. Et vous allez voir la panique, en fait, qu'il y a en Europe. Ce sont les européistes qui paniquent. Parce que le Royaume-Uni ne prenait pas les Anglais pour des imbéciles. C'est un vieux peuple. C'est un peuple qui a inventé toutes les libertés démocratiques depuis la Magna Carta de 1215. C'est un peuple extrêmement pragmatique. Ils viennent de signer un accord de libre-échange avec la Suisse. Madame Theresa May en a signé avec l'Afrique du Sud, avec l'Inde. Ils sont pas les deux pieds dans le même sabot, les Britanniques. Ça, je peux vous assurer. Ce sont des gens extrêmement pragmatiques. Et nous verrons, dans 1 an ou dans 2, qui sera bénéficiaire. Ce que je sais en tout cas, c'est qu'on pourrait égrener ici toute la difficulté qui va nous incomber à nous maintenant, après le départ du Royaume-Uni, les coûts que l'on va en avoir. Mais je voudrais vraiment faire comprendre que sortir de l'Union européenne, ça n'est pas entrer au Carmel. C'est exactement comme si vous me disiez, vous habitez dans le bâtiment I, ici, voilà, et vous êtes, mettons, il y a 28 chambres, et on ouvre les portes et les fenêtres, et vous vivez tous ensemble en communauté avec les 28 pays, avec les 27 camarades que vous avez à HEC. Il y en a peut-être qui sont des copains, il y en a peut-être avec qui vous n'avez pas d'atome crochu. Bon, eh bien, je vous dirais, moi, non, on va remettre la porte, parce que vous avez des amis là, mais vous avez des amis à Paris, vous avez des amis à Los Angeles, et que vous me répondiez, ah, mais vous voulez que j'entre au Carmel? Non! J'avais dit pendant la campagne présidentielle que la France, elle est liée au reste du monde par 6686 traités bilatéraux et multilatéraux. Et sortir de l'Union européenne et de l'euro et de l'OTAN, c'était en remettre en cause 2 sur 6686. Nous resterons demain sortis de l'Union européenne exactement frontaliers de l'Allemagne avec laquelle nous avons 343 traités bilatéraux, par exemple. Vous avez évoqué la question des valeurs européennes, mais je n'ai pas compris, parce que tout à l'heure, vous avez tapé sur la Hongrie et la Pologne. Alors, je ne comprends pas. On a des valeurs communes ou on n'en a pas? Alors, oui, non, ça veut dire que vous estimez que la Pologne, par exemple, ne trouve pas grâce à vos yeux. Pour la petite histoire, je vais faire un petit trait polémique. Pour la petite histoire, c'est parce que le gouvernement polonais a changé les règles de nomination à la Cour constitutionnelle de Varsovie, en faisant partir les plus de 60 ans et en nommant des gens qui seront, je suppose, élus par le Parlement ou par le gouvernement. La Commission européenne a trouvé à redire à ça. Et nous, qu'est-ce qu'on a? On a en France un Conseil constitutionnel qui fait s'esclaffer la planète entière. On vient d'y nommer M. Juppé, qui est un repris de justice, qui a été condamné par la justice française en ayant le prononcé du jugement au moment des affaires de M. Juppé, c'est qu'il avait trahi la confiance du peuple français. Il vient d'être nommé par le président de la République, président du Sénat, président de l'Assemblée nationale, en l'espèce, c'est le président de l'Assemblée nationale. Et on vient donner des leçons de démocratie à la Pologne, mais de qui se moque-t-on? Que chacun balaye devant sa porte. Que chacun balaye devant sa porte. Vous avez évoqué la solidarité européenne, il y aurait beaucoup à dire sur la Grèce. Au moment de l'affaire de la Grèce, lorsque les pays européens sont venus au secours de la Grèce, la dette grecque, c'était 120% du PIB.
Maintenant, c'est 180% du PIB. Beaucoup de services publics ont été privatisés. Le taux de suicide des retraités a été multiplié par 2. Et la Grèce ne sait toujours pas où elle va. Et ça va de mal en pis. Donc, Et sans l'Europe, elle serait en faillite. Mais non, sans l'Europe, elle était quoi avant ? Elle était quoi avant ? Ce qui est assez extraordinaire, je vais t'arrêter parce que c'est que la construction européenne, elle a une particularité incroyable. Elle ressemble furieusement à la construction du socialisme, en fait. Elle est insubmersible par rapport aux résultats constatés. Et à chaque fois qu'on constate que les résultats n'ont rien à voir avec ce qui était prévu, ça n'est jamais de la faute du principe de départ, c'est parce que c'est mal appliqué. C'était pareil pour la construction du socialisme dans les années 70-80. Si ça marchait pas en Afghanistan, c'était à cause du traditionnel droit de cuissage. Si ça marchait mal au Cambodge, c'est le moins qu'on puisse dire, c'était à cause du mi-temps coréen. Si ça se passait mal en Russie, c'était à cause de la découlakisation. Si ça se passait mal en Pologne, c'était le poids de l'Église catholique. Il y avait toujours un truc qui expliquait pourquoi ça marchait pas et pourquoi, avec plus de socialisme, ça marcherait. C'est exactement la même chose avec l'Europe. Plus on construit l'Europe, et moins ça marche. Et je terminerai mon propos en disant simplement, on a voulu, qui a voulu ? Il y a 55% des Français qui ont voté non en 2005 à la Constitution européenne, dont j'étais. On nous a imposé ce texte quand même. Depuis 2005, la construction européenne est frappée d'illégitimité démocratique en France. Donc la question, il y a effectivement la question majeure de la démocratie en Europe. Je crois que les prochaines questions, c'est le public. Parce qu'on est à la bourre. Écoutez, merci. On va rééquilibrer un petit peu les temps de parole, je vous rassure. Moi, je voulais aussi, comme vous, Monsieur Balm, rebondir sur l'argument du démos. Parce que le fait que l'Europe ne soit pas démocratique, parce qu'en effet, moi aussi, je le trouve un petit peu fallacieux, peut-être pas pour les mêmes raisons, parce que l'idée que l'Union européenne, c'était déjà un argument que Philippe Séguin prononçait à l'Assemblée en 92, au moment du traité de Maastricht, l'idée qu'il n'y a pas de peuple européen, donc l'idée d'un gouvernement européen n'a aucun sens. C'est quand même à nuancer, parce qu'en réalité, toutes les décisions européennes sont prises par les gouvernements des pays de l'Union européenne, et ça d'ailleurs, vous le savez comme moi, mais Jean Quatremer l'a très bien décrit dans Les Salauds de l'Europe, c'est qu'en réalité, chacun des députés de l'Union européenne en réfère largement au ministère afférent aux questions, à la discipline en question dans son gouvernement et parfois même aux commissions parlementaires des pays membres de l'Union européenne. Donc aucun député, aucune décision ne se prend par un député qui aurait eu sa légitimité que par un vote qui aurait récolté un quorum de 50% de la population. En réalité, ce sont des gouvernements démocratiquement élus qui participent à la mise en œuvre des politiques européennes. Il n'y a aucune loi qui est passée sans qu'elle soit acceptée par un gouvernement démocratiquement élu au sein des pays de l'Union européenne. Par ailleurs, le fait que des États puissent sortir librement quand ils le souhaitent de l'Union européenne prouve bien qu'il y a une forme de démocratie au sein de l'Union européenne. Le fait qu'il y ait eu un Brexit, le fait qu'on parle du Frexit, le fait qu'on parle de l'Italexit prouve bien que ces pays-là qui ont librement consenti à intégrer l'Union européenne peuvent le quitter quand ils le veulent. Donc dire qu'il n'y a pas de démocratie européenne, par le fait même qu'il y a des gouvernements représentatifs qui font bouger les choses au niveau européen, je trouve que c'est un petit peu un raccourci rapide et je veux bien votre réaction, bien, vous, Monsieur Asselineau, et éventuellement l'un de vous deux ensuite. Et ensuite, je vais passer la parole à la salle. Alors, sur les décisions, d'abord, il y a ce qu'on appelle la transcription en droit national des directives communautaires. C'est obligatoire. Lorsque la France avait tardé à transcrire en droit français les directives sur les OGM, parce que les députés n'avaient pas envie, quand ils revenaient dans leur province, de se ramasser les tomates de leurs administrés, la France avait tardé à traduire en droit français les directives sur les OGM. La Commission européenne, comme elle en a le devoir, en vertu des traités, a déféré la France à la Cour de justice de l'Union européenne, et la France a été condamnée à transcrire les directives litigieuses avec une pénalité de 130 000 € par jour de retard, ce qui, sur 3 ans, faisait 45 millions d'euros. Donc on ne peut pas dire, si vous voulez, qu'il n'y a pas de possibilité pour les députés, il n'y a pas de marge de manœuvre pour les députés. Ils peuvent éventuellement tergiverser, mais il n'y a pas de marge de manœuvre pour transcrire. Vous utilisez un argument, évidemment fallacieux, puisque ça vient de M. Quatremer, mais que j'ai souvent entendu, qui est que ce sont les gouvernements
qui décide dans le sommet des chefs d'État et de gouvernement ou le sommet ou les conseils des ministres, industrie, ministre ci, ministre ça. Juridiquement, c'est exact, c'est tout à fait vrai, c'est d'ailleurs ce que monsieur rappelait, effectivement. Sauf que il faut comprendre ce que c'est que la cybernétique administrative, je vous renverrai à Michel Crozier, ou bien tout simplement le truc, les combines des diplomates. Il y a... C'est vrai d'ailleurs à l'ONU, lors de l'Assemblée générale, lorsqu'il y a des votes à main levée. Mais c'est particulier. C'est vrai à l'OMC, à l'Organisation mondiale du commerce, où il y a des votes par consensus. Mais c'est extrêmement vrai au sein de la Commission, des institutions européennes. Il y a ce que l'on appelle la pression des pairs. Et moi, j'ai été en cabinet ministériel. Je me rappelle avoir assisté à une réunion préalable au voyage de Jacques Chirac à Bruxelles, où on était 5 représentants des 5 grands ministères de souveraineté. Et il s'agissait de préparer le voyage de Jacques Chirac à Bruxelles. Et il y avait une pile de, je ne sais plus combien, 35 décisions à prendre en un après-midi. Et donc, à chaque fois, il fallait, sous peine de bloquer le système, il fallait dire oui. Donc, formellement, effectivement, ce sont les chefs d'État et de gouvernement. Dans un cas, ils peuvent, par exemple, se cabrer. La France a fait, elle a eu raison d'ailleurs, elle s'est cabrée, par exemple, à de nombreuses reprises sur l'exception culturelle. Parce qu'il y a un fort lobby des industries, du cinéma, du spectacle, de la culture en France, et de la francophonie. Mais on peut le faire une fois, 2 fois, mais vous ne pouvez pas le faire tout le temps. Sinon, vous devenez... C'est comme quelqu'un qui jouerait à une partie de baccarat ou à une partie de bridge et qui refuserait les règles. Donc il y a un moment à partir duquel, en vertu de cette entité en devenir, comme dans la construction du socialisme, dont on ne sait d'ailleurs jamais quand est-ce qu'elle sera arrivée, en vertu de cette entité, il faut faire des compromis. Et toute l'essence, elle est là. Et c'est la raison pour laquelle, si vous me permettez, je termine ici, toutes les personnes qui proposent une autre Europe ne posent jamais la question au public, pourquoi l'Europe est-elle comme elle est ? Et si l'Europe, elle est comme elle est, c'est parce qu'elle est le précipité, comme on dirait en termes chimiques, le précipité fatal d'une sédimentation d'intérêts nationaux divergents et souvent contradictoires de 6, puis 9, puis 10, puis 12, puis 15, puis 25, puis 27, puis 28 pays au cours des décennies. Et que lorsqu'on dit on va changer l'Europe, ça voudrait dire aux autres pays qui ont obtenu en échange de nous, eux aussi ont fait des concessions, on va leur dire attendez, on revient à zéro. Et vous allez maintenant donner à la France des concessions, par exemple sur les services publics à la française, par exemple sur la sécurité sociale à la française, par exemple sur notre refus à nous, Français. Les Français sont un peuple qui a besoin d'un État qui assure la justice sociale, comme dirait Emmanuel Todd, qui je crois va parler ici dans quelques minutes. Le peuple français est un peuple anthropologiquement égalitariste. Ça n'est pas le cas des anglo-saxons. Nous avons donc des visions du monde qui sont, du point de vue anthropologique, complètement contradictoires et nous sommes obligés de faire des compromis. Et pour vouloir une autre Europe, ça reviendrait à dire les 60 ans de compromis que nos plénipotentiaires ont acceptés depuis 60 ans, on revient dessus, vous allez me donner maintenant ce que nous n'avons pas obtenu depuis 60 ans. Comme disent les Chinois, c'est dormir toute sa vie que de croire à ses rêves. Je peux dire un petit mot là-dessus ? Bien sûr. Ouais. Alors c'est vrai que c'est très compliqué, hein, l'Europe, à 28 ou 27. Plus on est de pays, plus c'est compliqué. Hein. Vous imaginez un conseil des ministres, 28 autour de la table, si chacun parle 2 minutes, c'est déjà 1 heure. Hein, 2 minutes. Alors qu'il s'agit de délibérer, prendre des décisions importantes, c'est très compliqué. Donc c'est difficile l'Europe, oui. Mais en étant en dehors, les Anglais vont faire comment maintenant ? Quand il va falloir discuter avec ces 28 pays, ils vont faire le tour de 28 capitales pour discuter avec tout le monde sur chacun des sujets. Non, moi je pense que c'est une très mauvaise chose que le Royaume-Uni quitte l'Union européenne. Le Royaume-Uni a beaucoup apporté à l'Union européenne, au marché intérieur, à la politique de l'environnement, des contributions monétaires aussi à son budget. Les gouvernements anglais l'ont assez dit. Mais aujourd'hui, ils vont nous faire défaut. Et eux, pour travailler avec les autres pays européens, ça va être extrêmement compliqué. Donc je pense que sortir de l'Union européenne, c'est plus de bureaucratie. C'est pas moins de bureaucratie, c'est plus de travail diplomatique. C'est l'idée qu'un grand pays comme le Royaume-Uni puisse gérer son action publique, ses politiques publiques, ses décisions publiques,
sans parler avec ses voisins, non, je crains qu'on ne soit plus dans ce monde-là. Et je ne vois pas bien où vous voulez nous emmener, M. Asselineau. Juste pour... Et un tout petit point. Alors, vous lui imputez beaucoup de choses à l'Europe. J'ai l'impression que vous voyez un petit peu tous nos malheurs à travers le prisme européen, et vous le faites avec conviction, culture, talent, et pas de mauvaises idées, j'ai envie de dire. Donc c'est aussi pour ça que je suis là pour dialoguer avec vous. Donc on peut lui reprocher d'être bureaucratique, mais on ne peut pas lui reprocher d'être socialiste quand même. Non, je n'ai pas dit que l'Europe était socialiste. J'ai dit que dans ses principes de fonctionnement, la construction européenne ressemble furieusement à la construction du socialisme. D'ailleurs, la construction du socialisme a duré de 1917 à 1991, c'est-à-dire 74 ans. Si vous ajoutez 1950 plus 74, ça nous fait 2024. On est dans les eaux, hein. La construction du socialisme était fondée sur quelque chose de sympathique. De départ, c'était la négation des intérêts individuels. Voilà, il fallait travailler pour la collectivité. Le problème, c'est que, comme disait Blaise Pascal, qui veut faire l'ange, fait la bête. Lorsque l'on retire à un individu son intérêt individuel à agir, alors il y a certes Stakhanov, et on monte en épingle Stakhanov, mais en réalité, l'être humain est ainsi fait qu'il va devenir un petit peu paresseux, qu'il ne voit pas pourquoi il travaillerait plus pour la collectivité, etc., etc. Et ça s'est traduit partout, toujours et tout le temps, par une baisse de la productivité, par des pénuries, par le fait que les gens ne travaillent pas, etc. Et donc, comme c'est contraire au dogme, on en arrive insensiblement à ce que les informations deviennent de plus en plus de la propagande, que l'on fait taire toutes les voix dissidentes, et on en arrive à des situations à la fois de pénurie, d'appauvrissement et de perte de liberté. La construction européenne est une construction sympathique au départ. Moi, quand j'étais ici, je suis désolé de jouer un peu les vieilles barres, mais j'étais ici en 1979, j'étais étudiant à HEC. Et il y a eu la première élection au Parlement européen. Et à cette époque, j'ai voté, je me rappelle très bien, j'étais en deuxième année, j'ai voté pour la liste de Mme Simone Veil, parce que j'étais très pro-européen, d'abord parce qu'on m'avait dit que c'était formidable, que ceux qui étaient contre étaient des cons et des salauds. Donc moi, je me suis dit, bon, bah voilà. Et en plus de ça, comme j'aimais bien voyager à l'étranger, que j'étais allé en Allemagne pour apprendre l'allemand, en Angleterre pour apprendre l'anglais, j'étais très pro-européen. Seulement, voilà, la construction européenne, elle est fondée non pas sur la négation des intérêts individuels, mais sur la négation des intérêts nationaux, qu'on appelle à Bruxelles les égoïsmes nationaux. Et de la même façon que quand on combat les intérêts individuels en URSS, ils existent quand même, et si vous les niez, ça se traduit par une catastrophe, la construction européenne, si vous niez les intérêts nationaux, ça se traduit par une catastrophe. D'autant plus qu'il y a en Europe, l'Europe est extrêmement divisée, et nous faisons partie des pays du groupe catholique romain, l'Italie, la France, l'Espagne, le Portugal, qui sont pays de dogmes. On aime les dogmes, on aime faire des grandes phrases, on aime parler de généralité. Nous avons affaire à des pays du nord de l'Europe, les Scandinaves, les Anglais, etc., qui sont des pays beaucoup plus pragmatiques et qui voient leurs intérêts. De telle sorte que les pays du Sud ont eu tendanciellement davantage eu tendance à brader leurs intérêts nationaux au motif d'une entité salvatrice en devenir qui correspond, c'est un peu une espèce de laïcisation téléologique, d'une vision du monde, un peu d'une espèce de christianisme, comme l'était d'ailleurs le socialisme, une espèce de christianisme laïcisé, alors que dans les pays du nord de l'Europe, c'est where is the beef? Ce sont des pays extrêmement pragmatiques. Je rappelle que sur les pays scandinaves, il y a 5 pays scandinaves. Il y en a 2, l'Islande et la Norvège, qui ont refusé l'Union européenne et l'euro. Vous en avez 2 autres, la Suède et le Danemark, qui ont accepté l'Union européenne mais refusé l'euro. Il n'y en a qu'un seul qui a accepté et l'Union européenne et l'euro, c'est la Finlande, qui a une longue tradition de finlandisation, et qui d'ailleurs, au moment du sauvetage en Grèce, c'est le seul pays qui a demandé des sûretés réelles au gouvernement grec pour prendre des engagements financiers. Donc la question qui se pose actuellement, c'est de savoir jusqu'à quand tout ceci va terminer. Je vous ai délivré ce que j'en pense, mais ce qu'il faut bien comprendre, et ce que va montrer l'expérience britannique, c'est qu'il y a une vie après l'Europe, comme il y a eu une vie après le Royaume-Uni, et que sortir de l'Union européenne, ça n'est pas s'isoler du reste du monde, c'est au contraire se rouvrir sur le monde, et tout spécialement
vers les pays de la francophonie, mais aussi vers la Chine. Je dis, moi, j'ai accompagné Jacques Chirac, mais lorsque M. Macron va en Chine, il ne dit pas aux Chinois, vous êtes des scrogneux, on veut se protéger de vous. C'est pour ça qu'on se marie avec les Polonais et les Hongrois. Il dit le contraire. Il dit, et d'ailleurs, c'est bien, moi, je suis pour ça. Parce que si on veut la paix au 3e millénaire, on doit entretenir des relations économiques et commerciales avec tous les pays du monde, sans faire de distinction. En fait, assez nauséabonde, si on y réfléchit bien, entre les pays torchons et les pays serviettes, parce qu'au bout du compte, pourquoi la France devrait-elle fusionner avec les pays baltes et rejeter le Maroc, la Tunisie, Haïti, la Chine, si ce n'est que pour des raisons ethniques et raciales, à une époque où les distances sont abolies. Moi, j'ai vécu au Japon, j'ai des amis au Japon, j'ai des amis dans beaucoup de pays du monde. Je ne vois pas pourquoi je préférerais un Slovaque à un Chinois. Juste, je réponds juste sur Emmanuel Macron et sur la Chine. Parce que vous dites, c'est faux. Quand Emmanuel Macron va en Chine, quand il est ministre, pour expliquer que pour protéger les intérêts français et donc européens, on a rajouté des taxes spécifiques pour protéger le milieu de l'acier en Europe, et en France particulièrement, il va bien leur dire ça aux Chinois. Il n'est pas allé tout seul là-bas. Pourquoi il a la force de pouvoir imposer ça? Parce que derrière lui, il est en train de priver la Chine d'un accès à un marché de 515 millions de consommateurs où les Chinois veulent être. Donc la force, mais je vous le dis tout clairement, demain, la France, quand elle est toute seule dans le monde, comment on fait pour aller exporter nos centrales nucléaires dans les pays voisins? On est incapable. On est incapable. Je vous le dis, on est incapable. Attendez. Non mais attendez, la remarque sur la tête. Bah non. Moi, il se trouve que j'ai participé à la vente de la centrale nucléaire de Daya-Bay 2 en Chine, Ouais. et c'était donc dans les années 1980 et quelques, ça devait être en 1991-92, c'était même avant Maastricht, ça avait été lancé avant. Maintenant, on ne peut plus quasiment vendre de centrales nucléaires, puisque votre ami Macron a cédé les turbines de Jacques Alstom aux Américains. Donc arrêtez, on ne peut pas... On n'aurait jamais vendu les centrales récentes en Hongrie, au Royaume-Uni, s'il n'y avait pas eu ça. Mais c'est pas vrai. Si, on aurait Mais perdu. non, c'est pas vrai, c'est pas vrai. Permettez-nous, Actuellement, s'il vous plaît. le commerce extérieur français est extrêmement déficitaire pour une raison simple, c'est que nous avons une monnaie qui s'appelle l'euro, qui est trop chère pour la compétitivité intrinsèque Monsieur de l'économie Asselineau, française. Permettez-nous d'essayer de passer à d'autres questions du public. Il faudrait qu'on avance un petit peu. Est-ce que, oui, là-bas, de ce côté-là, je ne sais pas où transite le micro. Oui, je voulais interpeller Monsieur Asselineau juste sur une question. Est-ce que vous reconnaissez la difficulté à se mettre d'accord à 28 ou à 27 sur des sujets importants? Au moins, est-ce que vous reconnaissez cette difficulté et éventuellement que cette difficulté n'est pas forcément un argument pour arrêter, mais une fois qu'on comprend que c'est difficile, on peut aussi continuer ce travail. Et la deuxième question que j'avais, c'est sur la question de la réglementation pour les entreprises du numérique, par exemple, et pour la protection des citoyens. Est-ce que vous constatez un meilleur résultat à l'échelle nationale que ce qu'on peut observer à l'échelle européenne aujourd'hui? Voilà. Et par ailleurs, un dernier élément, vous avez parlé de l'égalitarisme à la française ou du modèle français. Est-ce que l'Europe, c'est pas une chance d'élargir ce modèle à l'échelle d'un continent et de le faire peser dans le monde sérieusement, alors que si c'est juste la France, peut-être qu'il est appelé plus ou moins à disparaître? Alors, sur la première question, je ne dis que ça. C'est impossible de s'entendre à 28. Voilà. Il y a un proverbe chinois qui dit quand les cuisiniers se disputent, tout brûle. Voilà, on a 28 pays qui chacun va de son côté, tire à U et à Dia. Et donc c'est devenu impossible. En fait, on est dans une situation de blocage tous azimuts. C'est d'ailleurs un des 36 stratagèmes chinois, ça s'appelle le stratagème des chaînes. Je note d'ailleurs, mais je sais qu'on va me traiter de complotiste, mais je m'en fous, je le dis quand même parce que c'est vrai. Monsieur, s'il vous plaît, succinctement. Non, mais je réponds. Je note que les États-Unis d'Amérique n'ont cessé que de pousser à l'augmentation du nombre d'États
dans l'Union européenne. C'est bien George W. Bush à l'Université de Varsovie en juillet 2001 qui a dit « Nous faisons bon accueil à une Europe vraiment unie en exigeant des pays de l'Est qu'ils entrent d'abord dans l'OTAN, puis dans l'Union européenne. » De même que c'est Bill Clinton qui a exigé l'entrée de la Turquie dans l'Union européenne. Donc les gens qui pensent que la construction européenne a vocation à s'opposer aux États-Unis, pourquoi est-ce que les États-Unis seraient-ils... Je parle des États-Unis avant Trump. Pourquoi les États-Unis seraient-ils à ce point désireux d'augmenter le nombre d'États? Donc je suis d'accord avec vous, 28, ça ne marche pas. Mais la conclusion, qui est celle, si j'ai bien compris, de mon voisin, et qui consisterait à dire il faut supprimer la règle de l'unanimité, ça signifie très clairement que c'est la fin des souverainetés nationales. Alors, ça veut dire, au passage, je sais bien que le porte-parole d'En Marche, M. Aurélien Taché, a dit il n'y a pas longtemps que le programme pour les élections européennes du parti En Marche était de transférer ce qui reste de souveraineté nationale à l'Europe, ce qui en fait un parti inconstitutionnel, puisque l'article 4 de notre Constitution pose que les partis politiques doivent respecter le principe de souveraineté nationale. C'est notre Constitution qui est ainsi bafouée. Mais ce qu'il faut bien voir, c'est qu'il y a d'autres pays qui ne l'accepteront jamais. Ni le Luxembourg, ni Malte, ni les Pays-Bas, ni la Pologne, ni la Hongrie, ni les Pays-Bas n'accepteront jamais qu'on revienne sur la règle de l'unanimité, puisqu'ils sont justement trop petits. Ils savent qu'ils seraient systématiquement minorisés. Donc on est dans une situation de blocage institutionnel ad vitam aeternam. Le deuxième sujet, peut-être que je vais laisser la parole à des gens qui connaissent mieux que ça. Le troisième, la question, c'était sur le modèle égalitariste. Mais en pratique, c'est le contraire qui fonctionne. Il suffit de lire les traités européens. Vous avez, je crois que c'est l'article 114 alinéa 2 qui interdit toute harmonisation sociale. C'est l'article 153 du TFUE qui interdit toute harmonisation fiscale. Donc le principe même d'ailleurs de la concurrence libre et non faussée, c'est une concurrence qui joue justement sur les droits sociaux des travailleurs, etc. Donc en fait, c'est pas du tout le modèle. Le modèle ne fait, quand on met des gens en concurrence, c'est jamais vers le haut. Si on met en concurrence des entreprises, elles ne vont pas en général, sauf si c'est des oligopsones avec quelques entreprises qui dominent le marché, et elles peuvent se partager le marché, mais en règle générale, si vous mettez la libre concurrence, ça va plutôt avoir tendance à faire baisser les coûts. Donc là, de la même façon, si on met en concurrence les systèmes sociaux au sein de l'Union européenne, ce sont les moins-disants sociaux qui vont l'emporter. Et je vous ferai remarquer que la directive des travailleurs détachés, qui est une calamité, même Macron s'en est ému. Rappelez-vous, on en est quand même à 516 000 travailleurs détachés venus des pays de l'Est fin 2017, dans un pays qui a 3 millions de chômeurs. Macron est allé en Bulgarie pour essayer d'obtenir... Il n'a rien obtenu du tout. D'ailleurs, il a trouvé malin de critiquer la Pologne. La première ministre polonaise lui a dit d'aller se faire cuire un œuf. Au passage, je voudrais dire aussi, puisque parmi le temps qui m'est imparti, qu'il faut arrêter de croire dans le couple franco-allemand. Parce que imaginez que vous soyez un dirigeant espagnol, italien, polonais, hongrois, etc. Quand vous entendez Macron et Merkel qui disent « Alors voilà, on a décidé ça pour l'Europe, vous n'avez qu'une envie, c'est de sortir de votre tomate et de lui envoyer une tomate sur la tête. » Les Polonais ont dit « Nous sommes 1 sur 28 pays, l'Allemagne et la France, ils sont nos égaux, ils ne sont pas nos supérieurs. » Donc arrêtez de croire dans ce couple franco-allemand, dont on ne parle d'ailleurs qu'en France, puisqu'en Allemagne, on parle de l'alliance germano-américaine pour le XXIe siècle. Mais monsieur, justement, la deuxième question, c'était une question fondamentale, à savoir qu'aujourd'hui, il y a des enjeux comme la vie privée avec les données, la protection des données numériques, ou l'environnement, ou d'autres thèmes sur lesquels les solutions européennes, en fait, sont de fait plus efficaces que les solutions françaises, parce que RGPD, par exemple, ça a assez bien marché, et aussi l'idée de continuer à essayer de négocier, à se battre, ça permet d'espérer peut-être plus d'harmonisation fiscale. Sur la taxation des entreprises du numérique aussi, il y a eu quelques progrès sous l'impulsion française, même si, par exemple, l'Irlande n'est pas très contente et qu'elle n'accepterait jamais, selon vous. Il y a quand même des compromis qui sont faits, et il y a des questions, des enjeux qui sont trop importants pour un seul pays. Mais d'abord, encore une fois, sortir de l'Union européenne n'est pas s'isoler du reste du monde, c'est au contraire permettre d'avoir des alliances conformes aux intérêts. Il y a un principe de base qui est l'union fait la force. Mais l'union fait la force si tout le monde est d'accord. Nous sommes par exemple favorables aux coopérations internationales. Par exemple, Airbus A380, qui n'a rien à voir avec la construction européenne. Vous savez que l'Airbus A380, qui d'ailleurs va bientôt s'arrêter sans doute, l'Airbus A380, lorsqu'il est motorisé Pratt & Whitney,
38% de la part de fabrication, c'est les États-Unis d'Amérique. Ça a été fabriqué à Wichita dans le Kansas. Ils ont toute l'électronique embarquée, ils ont les trains d'atterrissage, etc. Et vous avez 15 pays de l'Union européenne qui ne mettent pas un clou dans l'Airbus A380, alors que vous avez des entreprises japonaises, malaisiennes, etc. Or, quand on est dans un projet de coopération internationale, ça marche. Parce que tout le monde a intérêt. Les gens qui travaillent dans Airbus A380 ont intérêt à ce que l'avion vole et soit sûr. En revanche, ce qui ne marche pas, c'est une intégration supranationale idéologique qui postule qu'à partir du moment que le Portugal est frontalier de l'Espagne, qui est frontalière de la France, qui est frontalière de l'Allemagne, qui est frontalière de la Pologne, qui est frontalière de la Lituanie, qui est frontalière de la Lettonie, qui est frontalière de l'Estonie, qui est frontalière de la Finlande, on aurait tous les intérêts identiques entre l'Algarve portugaise et la Laponie finlandaise. C'est une vue de l'esprit, ça ne marche pas. Regardez comment font les autres pays à l'OMC, par exemple. Vous aviez un truc qui s'appelait le groupe de Cairns. Vous avez des pays qui sont les grands pays exportateurs de produits de denrées agricoles. Canada, États-Unis, Brésil, Chili, Thaïlande, Malaisie, Australie, etc., qui se lient à l'OMC ensemble pour défendre leurs intérêts en matière agricole. Mais quand on change de sujet, si c'est les services financiers, les États-Unis vont plus du tout avoir les mêmes intérêts, par exemple, que la Thaïlande. Et donc, ils vont se regrouper selon d'autres schémas. C'est la vie dont je parle. Ici, on est tous ensemble en train d'écouter cette table ronde, mais ce soir, vous aurez tous rejoint votre famille, vous serez dans d'autres cercles de solidarité. Et c'est la vie qui est comme ça. C'est-à-dire que nous, ce que nous disons, c'est d'ailleurs ce que font les Britanniques. Vous savez, les Britanniques, le 29 mars, ils vont éditer une pièce de 50 pence, le jour du Brexit, qui est Prosperity, Cooperation and Peace with all nations. Pour la prospérité, la coopération et la paix avec toutes les nations du monde. Au XXIe siècle, au troisième millénaire, nous n'avons plus de raison légitime de faire un distinguo entre les pays du monde selon la religion ou la couleur de la peau, des choses qui, à mon avis, sont assez sulfureuses. Très bien. Donc, une autre question du public, peut-être ? Bonjour messieurs, c'est pas tant une question qu'une remarque, parce que je vais devoir m'en aller juste après. C'est par rapport à l'argument comme quoi, sans l'Europe, la France ne pourrait pas s'en sortir. Je voudrais soulever l'exemple de Singapour, qui il y a 40 ans partageait le même PIB que le Ghana, et qui aujourd'hui, à force de travail, alors qu'il faisait face à des périls bien plus grands que les nôtres, sont aujourd'hui parmi les pays où on vit le mieux. Je trouve particulièrement insultant de dire que la France n'est pas capable de faire le quart de ce que Singapour a réalisé. Singapour, c'est un exemple un peu archétypal que j'emploie, mais il y en a plein d'autres. La France peut, mais parce qu'on a des exemples concrets, réussir sans l'Europe. L'Europe n'est pas une précondition à la vie, à la prospérité de ce pays, qui a une tradition beaucoup plus longue que celle de Singapour, qui a beaucoup plus de ressources que Singapour, qui a des ressources intellectuelles, je ne vais pas dire plus élevées, mais en tout cas plus riches de par son histoire, de par sa situation géographique. Voilà, vous êtes monsieur l'étendard, le porte-étendard en tout cas du parti qui est aujourd'hui au pouvoir, et je trouve insultant qu'on puisse dire de notre pays, du pays que ce parti dirige, qu'il n'est pas capable de faire un minimum de travail sur soi. Voilà. Merci pour votre question. Mais j'ai jamais dit que la France n'était pas capable de faire ce qu'a fait Singapour. Du coup, si vous n'écoutez pas la réponse, c'est dommage. Bon, n'empêche que Singapour était dans un contexte un peu géopolitique très différent, qui s'est construit avec des règles de démocratie très différentes de chez nous, qui est aujourd'hui sur un modèle inégalitaire assez majeur, dans lequel il y a des catégories de citoyens. Il y a les Singapouriens qui ont accès à des choses, il y a tous les autres qui ont accès à rien du tout, avec des main-d'œuvre à bas coût qui sont l'exploitation des pays voisins. Et moi, clairement, ce n'est pas un pays qui me fait envie en termes de développement pour mon pays. Je n'ai pas envie d'avoir des Français qui vivent avec des sous-salaires. Je n'ai pas envie d'exploiter mes camarades italiens, espagnols en France. Et je n'ai pas envie que ça ressemble à ça. Donc je pense qu'il y a un moyen bien plus beau d'y arriver, c'est d'avoir ce projet commun qu'est l'Europe. Et je pense qu'on y arrivera d'autant plus que ce projet-là fonctionne correctement. Mais je suis d'accord avec M. Asselineau sur un point, c'est qu'il nous faut une ambition et un projet partagé. Et Airbus, que vous le vouliez ou non, ça n'aurait pas fonctionné s'il n'y avait pas eu l'Union européenne.
Ah, si. Ah non, ça n'a aucun rapport. Ah, non. là, si. Non. Airbus a été lancé par le général de Gaulle Mais- au moment où il refusait l'entrée du Royaume-Uni dans le marché commun. Il a lancé ça avec British Aerospace et Deutsche Aerospace. Et Non, pourquoi on n'a pas eu la construction européenne. d'autres Airbus dans d'autres pays alors, à part ça, comment vous expliquez ça? On est incapable, seul en France, d'avoir construit Airbus. On est incapable de l'avoir fait Non, mais sans la collaboration avec nos Airbus voisins est européens. une coopération internationale où la Commission européenne, Dieu soit loué, n'a jamais mis le moindre truc. Ça n'a aucun rapport. C'est une coopération interétatique. Mais nous sommes. Ça fonctionne parce qu'on fait travailler des Français, des Allemands qui Mais voyagent non, les uns mais entre les autres. vous avez Parce que les 10 travailleurs détachés dont vous parliez tout à l'heure, il y en a peut-être 500 000 qui sont en France, on en a aussi 400 000 des Français. Vous avez Donc ça marche dans les deux sens. Vous voyez qu'un 10 entreprises japonaises, vous avez, je l'ai dit, c'est entreprises américaines qui ont fabriqué Airbus, vous avez des entreprises malaisiennes, des entreprises... Et ce sont d'ailleurs de la même façon, je signale, que dans le Boeing Dreamliner, il y a une dizaine d'entreprises françaises. Il y a d'ailleurs peut-être un jour viendra où la part française dans certains Boeing sera supérieure à la part française dans certains Airbus. Ce sont des coopérations internationales. Nous, on est pour, c'est comme Ariane. La fusée Ariane n'a rien à voir avec la construction européenne. Vous avez le Canada, par exemple, la Suisse ou la Norvège qui sont dans Ariane Espace, alors que vous avez la plupart des pays de l'Est qui n'y sont pas. Elle est bien Donc, parce qu'il y a une volonté commune non, mais de faire ce un sont projet des coopérations internationales. Et d'ailleurs, Et Galileo, comme c'est nous, la même comme chose. nous sommes... Je Non, sais mais que la Galileo, collaboration- Galileo ne marche pas justement parce que les Américains ne veulent pas que ce soit un concurrent du GMS. C'est Mais faux. C'est faux, ça. dans les pays, nous, ce que nous voulons pour assurer la paix du monde de demain, puisqu'on nous dit souvent l'Europe c'est la paix, mais les gens qui pensent que la construction européenne est à l'origine de la paix sur le continent européen, je suis désolé de les détromper, ça n'est pas vrai. S'il y a eu la paix en Europe, c'est parce qu'il y avait le pacte de Varsovie contre l'OTAN. Et lorsque les Soviétiques sont intervenus en 1953 à Berlin, en 1956 à Budapest, c'était pas la construction européenne qui a empêché la conflagration, elle n'existait pas. Le traité de Rome date de 1957. C'était simplement qu'il y avait de part et d'autre le concept de Mutual Assured Destruction, MAD, MAD en américain, destruction mutuelle assurée par des bombes thermonucléaires. C'est ça qui a assuré la paix en Europe occidentale. Moi, je suis pour la paix. Et donc, si on veut la paix, il faut développer le commerce. Et donc, actuellement, le risque majeur que nous avons, c'est que la construction européenne nous mène vers la guerre. De la même façon que les accords de paix que nous avions lancés avec l'Alliance franco-russe de 1894 entre Nicolas II, qui était venu en France et du temps de Félix Faure, puis ensuite, à partir de 1904, avec l'entente cordiale de Théophile Delcassé avec les Britanniques, on avait fait la paix prétendument face aux empires centraux menaçants. C'est ça qui a mené à la guerre, parce que lorsqu'il y a eu l'assassinat de François Ferdinand, la Serbie ayant été l'ultimatum de l'Autriche-Hongrie à la Serbie alliée à la Russie, on a eu un jeu d'alliances automatiques qui nous a plongés dans la guerre, ce que Jaurès ne voulait pas qu'on fasse. Aujourd'hui, la France, par son appartenance à l'Union européenne, a prépositionné des chars et des avions de combat à 500 mètres de la frontière russe et risque d'être entraîné dans un conflit avec la deuxième puissance nucléaire mondiale, contre nos intérêts les plus profonds. Donc si on veut la paix, il faut négocier et avoir du commerce avec l'ensemble des pays du monde et s'en tenir strictement, je pense, aux principes fondamentaux du droit international public, la non-ingérence dans les affaires intérieures des autres États. Sinon, c'est la loi de la jungle et sinon, c'est le règne constant désormais du deux poids, deux mesures, où la France a des indignations à géométrie variable qui révulsent tout simplement l'intérêt général. Je voudrais peut-être poser une question du côté de M. Balm ici. Finalement, dans ce débat, on voit beaucoup les cristallisations véritablement entre pro-européens, anti-européens. Ce que beaucoup de commentateurs disent que c'est nouveau quelque part et que les élections vont jouer entre pro-européens et anti-européens. Vous-même, en 2014, vous aviez écrit un article à peu près au même moment avant les élections en disant que c'était les partis mainstream qui avaient une action pas assez forte, qui faisait monter. À l'époque, vous parliez du Front National, mais je pense qu'on peut extrapoler aux partis anti-européens en général. Qu'est-ce que vous en pensez aujourd'hui? Où est-ce qu'on en est aujourd'hui? Et finalement, qu'est-ce que montre le débat qu'on est en train de regarder? Incontestablement, ces dernières années, les arguments anti-européens ont gagné en audience. Ils s'inscrivent dans un mouvement beaucoup plus général. Et au fond, je crois que c'est deux visions du monde qui s'affrontent un petit peu, enfin qui se disputent, et quelquefois en relativement bons termes et quelquefois plus difficilement. Mais puisque le débat est sur l'union et la désunion de l'Europe, moi je pense que ce qui est désuni en Europe, c'est moins
les peuples entre eux que nos gouvernements. Et nos gouvernements sont désunis. Oui, il y a plus de distance entre les gouvernements européens aujourd'hui que peut-être il y a 10 ans ou il y a 20 ans. Il y avait plus de consensus entre les chefs d'État à cette époque-là qu'il n'y en a aujourd'hui. Et je pense que c'est le cas parce que nos sociétés européennes sont divisées. Nos sociétés nationales, elles sont fracturées, elles sont divisées. La question, c'est d'où vient cette division ? D'où vient est-ce que l'Europe génère les fractures sociales que nous connaissons dans nos sociétés ? Ou est-ce qu'elle les tempère ? Moi, j'ai tendance à penser qu'elle les tempère. Toute chose assez mal, mais qu'elle les tempère quand même un peu. Je pense que M. Asselineau ne fait pas le même diagnostic que moi. Je ne pense pas que sortir de l'Europe soit une solution assez, pour dire les choses rapidement, aux inégalités sociales et aux fractures sociales qui traversent nos sociétés. C'est des fractures en termes de revenus. Bon, je ne commente pas l'actualité sur les gilets jaunes. Il y a évidemment justice fiscale, justice de revenus, etc. Mais c'est aussi des fractures idéologiques, hein, entre une vision du monde assez cosmopolite, hein, en tout cas à laquelle moi j'adhère, je me reconnais dans cette interprétation du monde qui affirme que les droits des citoyens sont fondamentaux et fondamentalement doivent s'exercer au-delà des frontières, et puis une vision plus nationaliste, je pense que c'est celle de M. Asselineau, souverainiste, au sens où la souveraineté appartient à un peuple défini en termes culturels, je ne sais pas comment exactement, il y a plusieurs acceptions à cette conception du peuple, mais une coïncidence stricte entre les droits et une identité culturelle et nationale. Et moi, je pense que les droits traversent les identités culturelles et nationales qui ne sont de toute façon que provisoires et le fruit de constructions historiques et institutionnelles. Donc je pense que l'Europe est tout à fait capable, et qu'elle l'a fait jusqu'à présent, de générer des formes d'identification, de citoyenneté, et qu'au total, elle contribue à la cohésion entre les peuples européens et à l'intérieur des peuples européens. Je ne pense pas qu'elle soit l'origine de nos maux. Elle nous protège, insuffisamment, peut-être assez mal, mais voilà, c'est donc ce que disait monsieur. Non, ce n'est pas. Moi, je n'ai pas entendu d'injure à la France en disant que la France ne serait pas capable dans le monde interne. Non, personne ne dit ça. Enfin, j'entends pas ça. Est-ce que la France est plus forte avec l'Europe ou plus faible avec l'Europe ? Moi, je comprends qu'elle est plus forte. Et visiblement, nous ne nous réconcilierons pas sur ce sujet aujourd'hui. Voilà. Donc, je peux vous dire. Mais sur les divisions des Européens, je pense qu'elles viennent bien des clivages politiques qui se sont avivés à l'intérieur des États membres. Et est-ce que vous écririez le même article aujourd'hui qu'en 2014 ? Est-ce que vous pensez que ces divisions sont exacerbées, cet état de fait que vous présentez ? Oui, parce que... Alors, il faut que je revienne un petit peu sur ce que je disais du système politique européen au début. Il est comme il est, ce système politique européen, précisément pour proposer des formes d'intégration qui respectent, je crois, autant que faire se peut, la souveraineté des États. Donc c'est un système, si on le compare à d'autres systèmes fédéraux, c'est un système quasi-fédéral un peu particulier, parce que les systèmes fédéraux ont généralement une défense et une politique étrangère commune exercée par un pouvoir fédéral, et puis des États qui font le reste, alors que nous, c'est un petit peu le contraire. Mais dans une perspective, dans un système quasi-fédéral, nous sommes l'un des systèmes fédérés, quasi-fédérés du monde, où les États, constitutifs de cette quasi-fédération, ont le plus de pouvoir. Résultat, la règle de l'unanimité en vigueur sur les décisions les plus importantes, les plus novatrices,
est aussi un facteur de paralysie. Donc on a l'Europe, je crois qu'on a à peu près l'Europe institutionnelle qu'on veut, c'est-à-dire avec une forme d'intégration politique et de représentation politique par le Parlement, la Commission qui gère sous le contrôle des gouvernements et du Parlement les affaires courantes du marché unique, pour l'essentiel, et quelques autres matières, et puis des gouvernements qui ont un fort pouvoir. Mais cette structure-là, elle fait que ce qui se décide au niveau européen ne peut être que ce qui réunit un très large consensus. Et donc, on ne décide pas beaucoup au niveau européen. C'est long, la décision européenne. C'est toujours un peu demi-mesure. C'est jamais suffisant. Alors, les institutions européennes sont le produit de cette histoire. Elles sont aussi un peu au milieu du gué. C'est-à-dire qu'on a un peu beaucoup trop d'Europe aux yeux de M. Asselineau, pas assez d'Europe à mes yeux pour qu'elle soit réellement efficace. Et les citoyens, c'est ce qu'ils perçoivent. C'est que l'Europe, c'est beaucoup d'administration, beaucoup de politique pour des résultats qu'on ne voit pas beaucoup. Ça ne veut pas dire qu'il n'y en ait pas, mais ils ne sont pas très visibles. Et l'Europe ne fait pas de grandes avancées politiques. Ce n'est pas comme ça qu'elle procède. Donc elle s'érode. Le soutien qu'elle peut générer s'érode. Et en s'érodant, il contribue aussi à l'érosion des grands partis de gouvernement. C'est la situation dans laquelle nous sommes aujourd'hui. Nos systèmes politiques se sont usés. Mais de mon point de vue, ils se sont usés essentiellement dans les États membres. Parce que ce que fait le centre-gauche et ce que fait le centre-droit dans n'importe quel pays européen, les grands partis que nous connaissons, ça ne change pas la vie des citoyens. C'est la même vie qu'ils ont avec un gouvernement de centre-gauche ou avec un gouvernement de centre-droit. Donc cette usure de la politique, cette usure des grands partis, si tellement manifeste en France, mais regardez le Royaume-Uni, c'est ça qui se passe au Royaume-Uni. C'est pas la libération de l'Union européenne, c'est l'effondrement de la politique britannique depuis l'après-guerre, du système de partis qui est là. C'est ce qu'on va voir se développer dans les mois qui viennent. Vous voyez ? Donc ce que je veux dire, c'est que c'est une usure politique dans les États membres qui est couplée avec une sorte de manque de capacité d'action au niveau européen, à mon avis. Et je pense qu'il faut augmenter les capacités d'action des institutions européennes pour que la politique soit plus visible, pour qu'elle fasse plus de différence. D'ailleurs, si je peux poser une question à M. Asselineau, je peux ? Pourquoi vous présentez-vous aux élections européennes ? Parce que c'est un peu paradoxal, vous voulez sortir de l'Europe, donc pourquoi... Alors ça, les gens qui me posent cette question sont des gens qui ont très peur du score qu'on va faire. Je me présente aux élections européennes pour plusieurs choses. D'abord parce qu'un parti politique est fait se présenter aux élections. Lorsque j'ai été candidat à l'élection présidentielle, j'ai essayé de parler de l'Europe. On m'a dit il parle que de l'Europe. Paraît-il qu'il ne fallait pas parler de l'Europe. Les élections législatives, paraît-il qu'il fallait apporter ou non son soutien à Macron, on ne parlait pas de l'Europe. Élections municipales, on ne parle pas de l'Europe. Élections départementales, on ne parle pas de l'Europe. Élections régionales, on ne parle pas de l'Europe. Alors on parle quand de l'Europe ? On parle de l'Europe au moment des élections européennes. Donc c'est quand même bien naturel que je me présente. Deuxièmement, je rappelle que le Parti communiste français avait dans son programme jusqu'en 1976 inscrit dans son programme l'établissement de la dictature du prolétariat, la fin de la démocratie bourgeoise. Ça n'empêchait pas de se présenter aux élections de la démocratie bourgeoise et d'y faire d'ailleurs des scores qui avaient permis le triomphe du communisme municipal. Troisième raison, pourquoi il y a le Brexit ? Parce qu'il y a Nigel Farage et le UKIP qui se sont fait connaître. Et ils se sont fait connaître en étant élus au Parlement européen, justement. Et ils ont fait tellement de choses, ils ont tellement gagné en notoriété que David Cameron, le Premier ministre, aux élections générales qui ont eu lieu en 2015, avait été obligé de promettre aux électeurs conservateurs de faire un référendum sur la sortie de l'Union européenne, avec la suite que vous avez vue. Donc nous, notre objectif, c'est effectivement d'avoir des députés au Parlement européen pour aller porter la partie du Brexit et attaquer l'Europe pour ce qu'elle est, c'est-à-dire une dictature qui ne dit pas son nom, je vais y revenir. Je note d'ailleurs au passage que vous avez parlé des partis extrémistes. Mais moi, le Front National, maintenant tout le monde est au courant. Madame Le Pen l'a dit, redit, ça a été publié, écrit. Alors maintenant, je ne veux plus qu'on m'en parle. Le Front National veut rester dans l'UE et dans l'euro.
Hein, donc vous parlez comme Madame Le Pen. Voilà, moi je vais vous dire ce qu'on m'a dit moi en 2017, on me dit vous parlez comme Madame Le Pen. Non, maintenant c'est vous qui parlez comme Madame Le Pen. De la même façon que M. Mélenchon a toujours dit il n'y a plus de plan B, il veut rester dans l'UE et dans l'euro. Ils ont leur droit, hein. Mais il y a un truc dont je suis fatigué, c'est qu'on veut faire passer un parti comme le nôtre, qui est extrêmement républicain, soucieux de tout, je fais de l'éducation populaire gratuite depuis 12 ans, avec des arguments toujours rationnels, toujours bienveillants, toujours ouverts sur le monde, pour un parti extrémiste. C'est faux. Est-ce que Mme Theresa May a la tête d'Adolf Hitler? Non. Est-ce que le peuple britannique est un peuple fasciste? Non. C'est un peuple qui a toujours, depuis 800 ans, été à la pointe du combat des libertés publiques. Et ce qui se pose avec la construction européenne, ce que vous appelez l'usure des gouvernements, moi je n'appelle pas ça l'usure, j'appelle ça simplement la découverte progressive par les peuples que quand ils votent à droite ou à gauche, ils ont en fait toujours la même politique. Parce que c'est exactement comme s'ils montaient à bord d'un avion où on leur faisait choisir le commandant de bord, mais pas le plan de vol. Alors vous avez un commandant de bord qui a remporté la partie en disant « Pensez printemps, les amis ». Donc les Français se sont dit « Tiens, bon, on va aller aux Antilles, c'est super sympa, moi j'ai envie d'aller ». Et puis ils montent à bord, puis d'un seul coup ils découvrent que c'est Paris-Berlin et on arrive à moins 10 degrés. Voilà. Et donc les gens sont furax. D'où les gilets jaunes. Voilà. C'est-à-dire que vous avez... La construction européenne, vous méconnaissez le fait que toutes les grandes politiques sont inscrites dans les traités, non d'une pipe. En ce moment même, vous avez la privatisation qui commence de la SNCF par des voies de chemin de fer dans l'ouest de la France. Je suis sûr que si on faisait un référendum pour demander aux Français est-ce que vous êtes pour la privatisation de la SNCF, il y aurait au moins 70 ou 80% des Français qui diraient non. C'est fait contre la volonté des Français. Et qu'est-ce qu'on observe au Royaume-Uni, où les services publics ont été privatisés par Margaret Thatcher? Ils vont sortir de l'Union européenne et, comme par miracle, ils renationalisent East Coast Line, la ligne de chemin de fer qui va de Londres à l'Écosse, parce qu'ils récupèrent leur démocratie et leur droit souverain à décider de leur politique publique. Et parce que la mise en concurrence a été faite n'importe comment au Royaume-Uni, il n'y avait aucune autorité pour gérer ça. Donc la situation n'est pas du tout comparable. Admettez au moins de dire ça. Non. Deuxième chose, moi j'ai une question pour vous aussi. Est-ce que vous allez partir en courant le jour où vous faites le Frexit, comme a fait Nigel Farage? Non, mais... Pour ne pas gérer la suite. Alors, question. Nigel Farage... on peut parler des élections britanniques, si vous voulez. Non, le problème vous resterez? Non, moi je resterai. Moi je suis là et bien là. J'en ai vu d'autres depuis 12 ans, merci bien. Donc s'il y a le Frexit, je serai là et bien. D'ailleurs, je signale au passage que M. Macron, au mois de février 2017, au mois de janvier, 24 janvier 2017, a été interviewé. Il a signé le traité de Sandhurst avec Mme May. Plus exactement, c'était les ministres des Affaires étrangères devant eux. Et M. Macron a été interrogé par la BBC britannique. Ça a été en France, on a plutôt mis ça sous le truc, mais nous, sur notre site upr.fr, vous le retrouverez. Monsieur Macron a dit à la BBC britannique, il y avait un journaliste qui a dit, mais s'il y avait un référendum sur le Frexit en France, quel serait le résultat? Monsieur Macron lui-même a dit, probablement les Français voteraient en faveur du Frexit. Il l'a dit. D'ailleurs, au passage, vous citiez tout à l'heure des sondages. Je rappelle qu'en fin 2004, on donnait 68% de gens votant pour la Constitution européenne. En fait, il y a eu 55% de non. Donc méfions-nous des sondages, faisons des vrais tests. Ce que je vois, moi, dans la construction européenne, c'est fondamentalement un vol de démocratie et préempter l'avenir pour toujours de des générations futures, comme si... il n'y avait pas d'autre horizon que celui de fusionner avec la Lettonie et la Slovaquie, alors que le monde est grand et la France a un grand rôle à y jouer, pour paraphraser le général de Gaulle. Merci. Il va falloir qu'on passe rapidement à la dernière question du public. Donc, qui... Dans le public. Très bien. Bonjour, messieurs. J'ai une question pour messieurs Balm et Baumert. L'Europe... depuis sa création dans les années 50, est une institution qui s'est constamment démocratisée. Et pourtant, on voit à travers l'abstention aux élections européennes un phénomène de désintérêt pour cette démocratie à l'échelle européenne. Et vous disiez tout à l'heure que vous croyez fondamentalement que les peuples européens aspirent à une démocratie à cette échelle-là. Est-ce que les chiffres de l'abstention, le désintérêt pour... les formes concrètes de démocratie européenne ne sont pas un obstacle en fait à cette croyance?
Moi, peut-être pour répondre à ça, j'ai quelques points en tête. Le premier, c'est de se dire, je pense que une des raisons de l'abstention majeure, c'est qu'on parlait très peu d'Europe dans toutes les élections européennes jusqu'à maintenant. C'était devenu un scrutin de validation ou non de politique nationale, dans lequel on parlait très très peu de projets européens et du fond de la question européenne. Donc ça n'intéressait, je pense, que très peu de gens qui étaient dans leur quotidien et qui savaient très bien que leur quotidien n'allait pas être affecté par ça. Ça, c'est une première raison. La deuxième, c'est que les institutions, comme celles qui ont été expliquées tout à l'heure, je pense qu'elles sont très peu lisibles et les citoyens les comprennent mal parce qu'elles sont mal expliquées ou parce qu'on a un travail, en tout cas éducatif, je pense, à faire très fort partout dans la société française. Et que du coup, les gens se disent « mais je ne suis pas représenté ». Moi, le nombre de gens que j'ai fait pendant les porte-à-porte, pendant les rendez-vous qu'on fait sur le terrain, le nombre de gens qui me disent « mais on n'a pas de représentant élu au Parlement européen » ou « on n'a pas de représentant élu en Europe, c'est quelqu'un d'autre qui fait la démocratie européenne pour nous », c'est affligeant. C'est-à-dire que c'est un nombre incalculable de gens qui ne savent pas qu'ils ont une représentation directe au sein de l'Union européenne pour avoir un poids à l'intérieur. Donc on a un problème ici d'éducation civique majeur. Et un point aussi, moi, qui me paraît essentiel, c'est qu'on envoyait des nuls et des recyclés au Parlement européen depuis longtemps en France. Nous, on envoyait tous les gens qui avaient perdu les élections locales, législatives, qui devaient être payés pour le Parlement européen pour être maire dans le 7e arrondissement de Paris. Voilà, et c'est que ça. Et donc, le poids de la France au Parlement européen, il n'a fait que diminuer depuis une quinzaine d'années. Aujourd'hui, notre délégation qui est constituée avec quasiment 24, enfin, il y a 24 membres qui ont été issus du FN en 2014, leur bilan, c'est 0. Enfin, c'est catastrophique. Ils n'ont même pas utilisé la tribune, comme le ferait M. Asselineau, pour au moins s'exprimer en public, complètement contre cette construction, appelée à l'antidémocratie. Ils ne sont pas contre. Non, non, ouais, bon, peut-être. En tout cas, ils y sont et ils n'ont absolument rien fait. Donc du coup, on a des représentants qui sont mauvais, qui n'ont pas envie de montrer le travail qu'ils font. Pour la majorité, il y en a quand même quelques-uns qui bossent. Et puis, ils ont une communication, en tout cas, citoyenne qui est absolument dramatique. Donc je pense que tout ça cumulé fait qu'il y a un désintérêt majeur et que ce moment-là européen qui va arriver, où j'espère on parlera d'Europe, ce qui fera plaisir à nos deux partis, qu'on puisse parler d'Europe, eh ben, ce sera peut-être l'occasion de faire changer un peu les choses là-dessus. Quoique je suis un peu pessimiste quant au 26 mai, c'est le jour de la fête des mères, il va faire beau, et il y a plein de citoyens qui n'auront toujours pas envie d'aller voter. Donc, moi je suis un peu inquiet là-dessus, et il y a un dernier point qui, moi, me choque, et je ne sais pas, je n'ai pas encore d'explication. Il y a un différentiel majeur de vote entre les hommes et les femmes aux élections européennes. Il y a 12 points de moins de femmes qui vont voter que d'hommes. Je ne sais pas vous l'expliquer. Peut-être que c'est parce qu'on a des tables rondes constituées uniquement d'hommes, par exemple. J'ai déjà fait la remarque quand on m'a invité ici, mais on a particulièrement sur les élections européennes un différentiel majeur entre les hommes et les femmes sur cette participation. Moi, ça m'interroge. Je n'ai pas la solution, mais je vous invite à vous questionner et à réfléchir à ça dans les mois qui viennent. Oui, un tout petit mot sur ce sujet si important, je crois. C'est une très bonne question. Et oui, c'est une donnée lourde, le manque d'intérêt pour la politique européenne et le manque de mobilisation aux élections européennes. Je dirais, quand on parle du déficit démocratique européen, si vous regardez bien comment fonctionnent les institutions européennes, c'est pas là qu'il y a le déficit, c'est dans la mobilisation des citoyens autour de la politique européenne. Alors, je dirais la mobilisation très inégale, parce qu'il y a quand même un milieu bruxellois, il y a des ONG, il y a une société civile européenne, il y a des médias européens, mais c'est un peu une bulle, Et il y a aussi des groupes d'intérêt qui sont très mobilisés autour de Bruxelles et des directives afférentes au marché unique. Mais les citoyens, la citoyenneté, se mobilisent peu. Dans l'ensemble, ils se mobilisent peu. Et ceux qui se mobilisent le plus sont ceux qui sont contre. Donc, je vous appelle, quelles que soient vos opinions, à voter pour ces élections européennes. Parce que c'est le manque d'influx dans le système nerveux européen qui crée cette forme de crise et de délégitimation de l'Europe telle qu'elle existe. Juste un point peut-être compléter avant de vous laisser la parole. Je pense qu'il y a aussi un sujet sur l'implication citoyenne au sein du Parlement européen, ou même au sein de nos institutions européennes. Il y a des choses très bien qui se font en Europe, l'initiative citoyenne au Parlement européen qui permet de mettre un sujet à l'agenda du Parlement s'il y a assez de gens qui signent, et l'initiative, c'est une bonne chose, mais à l'époque où on est aujourd'hui,
on a beaucoup plus d'outils, je pense, pour les faire participer aussi à la construction européenne. On a des outils numériques, on aurait des outils physiques, on pourrait délocaliser des permanences. On a des millions de choses à faire pour que la participation citoyenne et que la démocratie citoyenne puissent exister aussi au niveau européen. Parce que cette sphère publique européenne aujourd'hui, elle n'est pas encore totalement mûre. Elle a commencé à émerger, elle est très centralisée autour de Bruxelles, de quelques acteurs. Il faut qu'elle se démocratise et qu'elle s'ouvre. Parce que sinon, on aura plein de gens qui veulent la tuer. On ne veut pas la tuer, on veut se libérer de cette prison des peuples. Je voudrais quand même ici rappeler quand même des éléments tout à fait fondamentaux qui ne sont pas toujours présents dans l'esprit des gens. D'abord, les fonds européens, ça n'existe pas. Les fonds européens, c'est une circulation d'argent entre tout ce que les États donnent à la Commission, enfin à l'Union européenne, et tout ce que l'Union européenne rétrocède aux États. En gardant une partie tout à fait significative pour les frais de fonctionnement de l'Union européenne, il y a des milliers et des milliers de fonctionnaires, à la Commission... moins qu'à la mairie de Paris. Je n'ai pas interrompu. À la Commission... c'est vos amis à la mairie de Paris. À la Commission européenne, à la Cour de justice de l'Union européenne, le Parlement européen, il faut comprendre que chaque année, la France donne à peu près 23-24 milliards d'euros à la Commission européenne sans que les Français ne le sachent. Et récupère à peu près 15 milliards d'euros. C'est-à-dire 8 à 9 milliards d'euros chaque année sont prélevés sur l'argent des Français sans qu'ils le sachent pour aller faire fonctionner la Commission européenne, les institutions européennes d'une part, et pour donner de l'argent à d'autres pays d'autre part. Mais alors attendez. S'ils donnent, déjà, ils le savent que c'est une partie du PIB qui finance l'Europe. Et s'ils donnent plus qu'ils ne reçoivent, c'est que la solidarité, finalement, elle existe peut-être. J'y viens sur la solidarité. Ça veut dire en particulier que chaque année, sans que les Français ne le sachent, la France donne à peu près 2 milliards d'euros à la Pologne. Bon, Monsieur Asselineau, je pense que... Excusez-moi, on arrive au terme de... C'est important. Je vous laisse finir votre propos, mais après, il faut terminer. Je suis désolé. Je termine. Je ne vais pas pouvoir vous laisser réagir, messieurs. Attendez, je termine, laissez-moi terminer. Je vous laisse terminer. 2 milliards d'euros de plus à la Pologne. Cet argent provient notamment de prélèvements sur la TVA, y compris de travailleurs sénégalais qui vivent en France. On donne 100 fois plus d'argent à chaque Polonais qu'à chaque Sénégalais. Est-ce que c'est légitime ? Et les 2 milliards d'euros qu'on donne à la Pologne va acheter des F-16 américains, va s'aligner complètement sur les intérêts géopolitiques américains. Et au même moment, vous avez peut-être vu, je prends un exemple. Il y a un rapport du ministère des Transports qui est sorti en juillet de l'année dernière qui a dit que sur le réseau des routes nationales non concédées, il y a 7% des ouvrages d'art qui menacent de s'effondrer à tout instant. Il manque 300 millions d'euros pour entretenir les routes en France. Il y a donc derrière, c'est un exemple, mais il y a derrière ces choix européens, des choix budgétaires de la première importance. D'ailleurs, lorsque M. Macron, vous en parliez tout à l'heure, était furieux contre les Polonais, il a même dit l'été dernier, si ça continue comme ça, la France va arrêter de donner de l'argent à la Pologne et à la Hongrie, et puis il a vite arrêté de le dire, parce que c'eût été révélé au grand public ce que je dis depuis 12 ans, c'est-à-dire qu'en fait, on nous demande de l'argent, on donne, je suis désolé, mais vous donnez de l'argent, les Français donnent 900 millions d'euros à la Hongrie chaque année. Eh bien ça, ce sont des choix budgétaires qu'il faut que les Français aient sous le nez. Est-ce que si on a un sinistre, par exemple un quart de scolaire ou de personnes du troisième âge avec un pont qui leur tombe dessus sur une route dans 3 mois parce qu'il n'y aura pas eu les travaux nécessaires sur les routes nationales, est-ce que c'est légitime de faire ça parce qu'on n'a pas mis l'investissement nécessaire alors qu'au même moment, vous avez 2 milliards d'euros qui sont donnés à la Pologne. Ce sont des vrais choix budgétaires qui sont derrière. Merci, Monsieur Asselineau. On est à court du temps imparti. Je suis désolé de vous interrompre. Ce que je dis n'est pas inintéressant. C'est pour ça qu'on vous a invité, c'est parce que vous dites des choses intéressantes. Mais malheureusement, vous dépassez le temps imparti. On a toute une journée, on a tout un planning à gérer. Alors, on est un petit peu en retard. La deuxième conférence devait commencer à 17h, donc elle commencera vraisemblablement à 17h15, 17h20. On déplore l'absence de Florence Agel et Emmanuel Todt, qui malheureusement ne pourront pas participer à la deuxième table ronde. Nous avons Adina Revol, qui est donc la représentante de la Commission européenne en France, qui est également professeure à Sciences Po et spécialisée en questions de politique énergétique, qui va venir participer donc, à cette deuxième table ronde. Je voulais vous remercier tous les trois d'avoir participé à cette table ronde. Merci beaucoup. On nous reproche souvent de ne pas faire assez de vrais débats contradictoires à HEC. Je pense que c'est chose faite aujourd'hui. Merci beaucoup.